9 000 milliards. Ouais, c'est... C'est un chiffre tellement vertigineux qu'il en perd presque son sens, en fait. 9 000 milliards d'euros, c'est l'estimation du patrimoine total détenu par les Français aujourd'hui. c'est colossal. Exactement. Et je suis ravie d'ouvrir cette nouvelle exploration parce que quand on plonge dans les données pour comprendre comment toute cette richesse est structurée, il y a un outil bien précis qui revient avec une insistance vraiment fascinante. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Pour gérer tout ce ciment et ces briques, une structure s'impose partout, la société civile immobilière, la fameuse SCI. On entend souvent ce terme dans les repas de famille ou les dîners entre investisseurs, hein. C'est vrai, c'est le grand classique. C'est ça, c'est invoqué comme une sorte de formule magique anti-impôt ou le remède miracle aux problèmes de succession. Sauf que, Sauf que la réalité est bien différente, oui. Je suis ravi d'être là pour justement décortiquer tout ça avec toi. Parce qu'en regardant de près les documents et les analyses juridiques de nos sources, cette enveloppe ressemble beaucoup moins à une baguette magique qu'à un outil chirurgical de haute précision. incroyablement puissant mais capable de faire des dégâts irréparables s'il est mal manipulé, c'est bien ça. C'est exactement ça. En fait, l'illusion, elle vient de l'apparente simplicité du concept de base. On s'imagine que créer une société pour détenir de l'immobilier va, pouf, spontanément effacer les impôts et pacifier les relations familiales. Bah oui, c'est la promesse qu'on entend partout. Ouais. Mais les textes montrent une réalité beaucoup plus mécanique. Une SCI, au fond, c'est un contrat. C'est la décision formelle de plusieurs personnes de mettre en commun un patrimoine immobilier. D'accord. Au lieu d'être propriétaire d'un appartement ou d'un immeuble en nom propre, les fondateurs créent une entité juridique distincte. Une personne morale, quoi, qui va acheter et détenir ces murs. Et les fondateurs dans tout ça? Eux, en échange, ils reçoivent des parts sociales qui sont proportionnelles à ce qu'ils ont apporté au capital. Bon, décortiquons tout ça. J'aime bien voir ça comme une enveloppe d'entreprise, en fait. Une enveloppe conçue spécifiquement pour contenir des bâtiments. C'est une super image. On glisse la maison dans cette enveloppe juridique, on la scelle, et ensuite, ce qu'on se partage, ce sont les petits morceaux de papier qui représentent l'enveloppe. Voilà, les fameuses parts sociales. Pas les tuiles ou les fenêtres de la maison, ça donne un cadre extrêmement formel à quelque chose de très terrien. Mais pour comprendre pourquoi on s'inflige cette complexité administrative, parce que ça a l'air lourd quand même, il faut regarder le monstre que cet outil permet de fuir. Ah, le fameux monstre. Je parle du cauchemar juridique par défaut en France, l'indivision. L'indivision, oui, c'est le régime qui s'applique automatiquement quand plusieurs personnes deviennent propriétaires d'un même bien sans avoir rien préparé en amont. Sans avoir monté de SCI, par exemple. C'est ça. Le cas classique, c'est la succession. Des parents décèdent et leurs 3 enfants héritent de la maison familiale. Par l'opération du Saint-Esprit juridique, on va dire, ces 3 enfants se retrouvent copropriétaires en indivision. D'accord, donc ils possèdent tous un bout de tout. Exactement. Et le Code civil impose alors une règle très stricte pour ce qu'on appelle les actes de disposition, c'est-à-dire les décisions vraiment importantes, comme vendre la maison, contracter un prêt ou faire des gros travaux de rénovation. Et cette règle, j'imagine qu'elle n'est pas simple. Non, cette règle, c'est l'unanimité. Ouch. Et c'est là que le piège se referme, quoi. Complètement. Imaginons que la toiture de cette maison familiale menace de s'effondrer. Le premier enfant veut lancer les travaux de réfection, le deuxième traverse une période difficile financièrement et refuse de payer sa part, Ouais, un grand classique. et le troisième, lui, il s'en fiche complètement et exige qu'on vende la bâtisse pour récupérer l'argent tout de suite. Sous le régime de l'indivision, comme il faut l'accord parfait des 3 pour faire les travaux ou pour vendre, On arrive à un blocage total. c'est ça. La toiture finit par s'effondrer, la maison perd sa valeur, et les 3 frères et sœurs finissent par ne plus s'adresser la parole pendant 20 ans. Et c'est là que notre fameuse enveloppe entre en jeu. Ce qui est fascinant ici, c'est que la SCI permet complètement cette paralysie imposée par le Code civil. Ah ouais? Comment ça marche? Puisque le bien appartient à la société, ce ne sont plus les règles de l'indivision qui s'appliquent, ce sont les statuts de la société. D'accord. Les règles qu'on a écrites soi-même? Tout à fait. Ce sont les fondateurs qui les rédigent sur mesure lors de la création. Donc il est tout à fait possible d'inscrire, noir sur blanc, que les décisions concernant les gros travaux se prendront à la majorité simple, ou que la décision de vendre se fera à la majorité des 2 tiers. On n'est plus coincé par le vote du frère qui veut rien entendre, en fait. Et à un gérant désigné. Un genre de pilote. Exactement. Ce gérant agit au nom de la société sans avoir besoin de consulter tous les associés tous les matins. On sépare donc l'émotionnel, qui est souvent très lourd dans les affaires de famille, de la gestion purement rationnelle du patrimoine.
il y a quand même un point de vigilance par rapport à cette idée d'enveloppe protectrice, je trouve. Lequel? Quand on parle de société, on a tout de suite en tête l'image de la SARL, la société à responsabilité limitée, qui agit vraiment comme un bouclier. Ah, je vois où tu veux en venir. Bah oui, si une entreprise classique fait faillite, les créanciers peuvent pas venir saisir la télévision du gérant dans son salon. Est-ce que cette logique de bouclier, elle s'applique à la SCI en cas de dette qui s'accumule? C'est une excellente question et la confusion est hyper fréquente. Et les conséquences d'une telle erreur d'appréciation sont vraiment lourdes. La réponse est non. Ah, pas de bouclier du tout? Non. Une SCI, c'est une société civile. Elle n'offre aucune limitation de responsabilité à ses associés. Attends, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la société contracte un prêt bancaire important pour acheter un immeuble, que les locataires arrêtent de payer leur loyer et que la SCI fait défaut sur ses mensualités, La banque va pas s'arrêter à la porte de la société. exactement. Elle va se retourner contre les associés directement sur leur patrimoine personnel, et ce de manière indéfinie à proportion des parts qu'ils détiennent au capital. Waouh! Donc, une personne qui possède, je sais pas, 20% des parts de la SCI devra rembourser 20% des dettes sur ses propres deniers. C'est exactement ça. Ce n'est donc en aucun cas un outil de protection contre les créanciers. Ok, c'est très clair. Donc, on ne crée pas ça pour se cacher de la banque. L'intérêt central reste vraiment l'organisation chirurgicale du pouvoir. Tout à fait. Et une fois que la maison est dans l'enveloppe, que les règles de majorité sont définies et que le gérant est aux commandes, cette mécanique révèle son deuxième niveau d'utilité. Et c'est là que ça devient fascinant. Grave. C'est ce que les sources décrivent comme une formidable machine d'optimisation successorale pour préparer la transmission aux générations suivantes. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui pensent à l'avenir. Parce que le transfert d'un patrimoine immobilier massif, en France, ça pose toujours un problème fiscal majeur. Les droits de succession peuvent être extrêmement punitifs si le patrimoine est transmis en un seul bloc au moment du décès. Ça peut ruiner une famille, carrément. Oui, la stratégie consiste alors à anticiper. Puisque le bien n'est plus un immeuble indivisible, mais un paquet de, disons, 1000 parts sociales, eh bien, il devient possible de fractionner la transmission. C'est ce que j'appelle le principe du bouton de volume, tu vois. C'est-à-dire, Au lieu de faire tomber le poids d'un immeuble entier sur les épaules des enfants en une fraction de seconde le jour du décès, avec la facture fiscale monstrueuse qui l'accompagne, bien sûr. avec la facture monstrueuse, oui. Au lieu de ça, on tourne lentement le bouton, on cède la propriété goutte à goutte, année après année, via ces petites parts sociales. C'est une très bonne analogie. Et la mécanique fiscale derrière ce goutte à goutte, elle repose sur le système des abattements légaux. Comment ça fonctionne, concrètement? La loi prévoit qu'un parent peut donner une certaine somme, actuellement c'est 100 000 € à chaque enfant sans payer aucun impôt. Et cet abattement, il se renouvelle tous les 15 ans. D'accord, donc prenons un exemple. Imaginons des parents possédant un immeuble d'1 million d'euros dans une SCI. Ils peuvent transférer 200 000 € de part à leurs 2 enfants aujourd'hui en totale franchise d'impôt. Et 15 ans plus tard, le compteur est remis à zéro. C'est ça, ils transfèrent à nouveau 200 000 € de part. En s'y prenant assez tôt, un patrimoine colossal peut ainsi glisser d'une génération à l'autre en gommant presque intégralement la fiscalité. Technique du démembrement de propriété. Ah oui, c'est l'outil ultime. On sépare le droit de propriété en deux. Moi, je vois ça comme un arbre fruitier. On peut très bien décider de donner l'arbre lui-même aux enfants, ce qu'on appelle la nue propriété, Tout à fait. tout en conservant légalement le droit de récolter et de consommer les pommes jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, c'est l'usufruit. Et cette séparation juridique, elle s'applique parfaitement aux parts de SCI. Les parents transmettent la nue propriété des parts aux enfants pour profiter des abattements fiscaux dont on parlait, D'accord? mais en conservant l'usufruit, ce sont eux qui continuent de percevoir les loyers si l'immeuble est loué ou qui conservent le droit d'habiter le bien. Ah ouais, donc ils ont le beurre et l'argent du beurre. Et même la crémière, parce que, mieux encore, les statuts peuvent être rédigés de manière à ce que les parents, en tant qu'usufruitiers et gérants de la SCI, conservent le droit de vote sur la quasi-totalité des décisions. Waouh! Ils ont donc transmis la valeur future du patrimoine, mais ils ont verrouillé le contrôle opérationnel absolu et leurs revenus jusqu'à leur décès. C'est du génie. Mais il faut tout de même clarifier une limite de nos sources. On pourrait croire que toute cette ingénierie, ça rend le passage devant le notaire pour rédiger un testament complètement obsolète, quoi. C'est une erreur classique. Si on a déjà tout organisé, démembré et réparti via les parts de la SCI, à quoi bon faire un testament, franchement? Parce que la SCI ne gère que les biens qui ont été placés. Elle ne régit en rien le reste du patrimoine personnel, les comptes bancaires, les assurances-vie ou les autres biens immobiliers détenus en nom propre. Ah oui, c'est vrai. On met pas toute sa vie dans une SCI.
Et surtout, la SCI ne permet pas de contourer la fameuse réserve héréditaire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est cette règle stricte du droit français qui empêche de déshériter ses enfants. Si les donations de parts de SCI favorisent un enfant au détriment d'un autre au-delà de la quotité disponible, il y aura un rééquilibrage forcé lors du règlement de la succession. La loi finit toujours par rattraper les calculs. Exactement. Le testament reste donc l'outil qui orchestre la répartition globale du patrimoine, tandis que la SCI est l'instrument de gestion d'une classe d'actifs bien spécifique. Les deux doivent s'emboîter parfaitement. Sa vie? Et c'est là qu'on arrive au grand carrefour stratégique. Oui, les sources insistent lourdement sur le choix entre l'impôt sur le revenu, l'IR, et l'impôt sur les sociétés, l'IS, un choix structurant et le plus souvent irréversible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Si on relie ça à la vue d'ensemble, l'impôt sur le revenu, c'est le régime naturel, par défaut, de la SCI. Le principe, c'est celui de la transparence fiscale. C'est-à-dire? La société elle-même est transparente aux yeux du fisc. Elle ne paie aucun impôt en son nom. Si la structure loue des appartements et génère, mettons, 10 000 € de bénéfices fonciers dans l'année, Cette somme remonte directement sur la déclaration d'impôt personnel des associés. c'est ça, au prorata de leur part. Si un associé détient 50% des parts, il ajoute 5 000 € à ses revenus personnels et c'est taxé selon sa propre tranche d'imposition. Mais le problème de cette transparence, c'est que si un associé est déjà lourdement imposé à titre personnel, ses nouveaux revenus fonciers vont être taxés au prix fort, non? Ah oui, parfois à plus de 45% en comptant les prélèvements sociaux. Ça pique? D'où la tentation de regarder vers l'autre route, l'impôt sur les sociétés, l'IS. L'IS, oui. Sur le papier, le mécanisme de l'IS permet de faire de l'amortissement. On peut déduire chaque année de ses loyers une fraction de la valeur d'achat du bâtiment. On gomme artificiellement les bénéfices, oui, c'est ça. On paye très peu d'impôts sur les loyers encaissés pendant des années. Mais si on suit bien la logique de nos sources, ce confort immédiat, il cache un truc. C'est un miroir aux alouettes pour ceux qui cherchent des déductions immédiates sans penser à la revente active. Oh que oui, c'est même une bombe à retardement monumentale au moment de la revente. La mécanique est redoutable. Prenons un cas concret pour bien comprendre. Vas-y. Imaginons une SCI soumise à l'IS qui achète un immeuble pour 500 000 €. Pendant 20 ans, grâce à l'amortissement, la SCI déduit comptablement la valeur du bien. D'accord. Au bout de ces 20 ans, la valeur comptable de l'immeuble dans les livres de la société n'est plus de 500 000 €. Elle a fondu, disons, à 100 000 €. Et c'est ce qui a permis de ne pas payer d'impôts jusque-là. Exactement. Mais le marché immobilier, lui, a monté. Et l'immeuble est finalement revendu pour 600 000 €. D'accord, donc si on était sous le régime classique de l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale regarderait simplement la différence entre le prix d'achat réel, 500 000, et le prix de revente, 600 000. Tout à fait. Soit une plus-value de 100 000 € sur laquelle on payerait l'impôt, avec même des abattements pour la durée de détention puisqu'on l'a gardé 20 ans. Sauf que, sous l'impôt sur les sociétés, le calcul est radicalement différent. L'administration ne prend plus en compte le prix d'achat initial. Attends, elle prend quoi alors? Elle prend la valeur comptable amortie. La plus-value imposable n'est donc pas la différence entre 600 000 et 500 000. Elle est calculée entre le prix de revente, 600 000 €, et la valeur résiduelle, 100 000 €. Ah waouh! Le fisc va donc taxer une plus-value comptable de 500 000 €. Bingo! L'impôt à payer sur cette vente va littéralement engloutir toutes les économies fiscales réalisées laborieusement pendant 20 ans, et parfois même bien plus. C'est l'effet ciseau parfait. Donc, opter pour l'IS pour réduire ses impôts mensuels sans avoir prévu la stratégie de sortie des décennies à l'avance, c'est signer son propre arrêt de mort financier. C'est le mot. Ce qui nous amène à examiner les cas où utiliser une SCI, peu importe le régime fiscal pour le coup, est tout simplement une très mauvaise idée. Car contrairement au mythe de la panacée immobilière qu'on entend dans les dîners, monter cette structure s'avère parfois complètement contre-productif. Ah oui, il y a des situations où il faut fuir la SCI. Le premier cas d'école, souligné par les textes, c'est la résidence principale. Pourquoi? Créer une SCI familiale dans l'unique but d'acheter le pavillon où l'on compte vivre, sans aucune perspective de mise en location ou de stratégie de succession complexe, c'est une grosse erreur de calibrage. C'est tirer au bazooka sur une mouche en gros.
Voilà. Les démarches de constitution, la nécessité de tenir une comptabilité stricte chaque année, l'obligation formelle de convoquer des assemblées générales, tout cet appareil administratif est totalement disproportionné pour simplement habiter chez soi. Surtout qu'il y a un impact fiscal direct, non? Bien sûr, on perd au passage l'abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale dans le cadre du calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, un avantage qui est strictement réservé à la détention en direct. D'accord. L'autre terrain miné, et celui-ci est extrêmement d'actualité pour notre auditoire, ce sont les activités commerciales. La SCI, par définition, a un objet civil, C'est dans le nom Société civile immobilière. c'est ça. Elle a vocation à gérer du patrimoine à long terme, comme louer des appartements nus. Sauf qu'aujourd'hui, l'engouement pour la location courte durée ou la location meublée, il est massif. Oh que oui, les plateformes touristiques sont passées par là. Et louer en meublé, fiscalement, c'est une activité commerciale. Si on achète un appartement via sa SI, transparente, pour le mettre sur des plateformes de location touristique, avec des meubles, on fait entrer le loup dans la bergerie. Et le loup, en l'occurrence, s'appelle la requalification fiscale. L'administration fiscale a des règles très strictes là-dessus. Si les revenus issus de la location meublée, donc de l'activité commerciale, dépassent 10% des recettes totales de la SCI, La sanction tombe. la sanction tombe. La société perd instantanément son statut civil et sa transparence. Elle est requalifiée et basculée de force sous le régime de l'impôt sur les sociétés. Et bim, on retrouve le piège de la plus-value artificielle à la revente dont on vient de parler. Exactement. Une simple décision d'ajouter des lits et des canapés dans un investissement peut faire dérailler l'ingénierie patrimoniale de toute une vie. Ça illustre parfaitement le fait que c'est pas un outil qu'on gère à la légère au fond d'un garage. Et d'ailleurs, le danger ne vient pas seulement de l'administration fiscale, il vient aussi de l'intérieur. C'est-à-dire, On parlait au début de la SCI comme du bouclier parfait contre les conflits de l'indivision, tu te souviens? oui, pour éviter les blocages familiaux. L'ironie poignante de la situation, c'est qu'elle peut générer des situations de blocage infiniment pires si on fait l'économie d'une rédaction rigoureuse de ses fondations. Un outil conçu pour éviter les conflits peut devenir la source d'un conflit insoluble. C'est tellement vrai. Les fondations, ce sont les statuts. L'erreur classique consiste à télécharger un modèle gratuit sur Internet, de remplir les blancs avec les noms des associés et de déposer le tout au greffe. Pour économiser quelques centaines d'euros de frais d'avocat. Voilà. Sauf que ces statuts standardisés comportent souvent des clauses par défaut qui sont inadaptées. Prenons par exemple les clauses d'agrément. C'est quoi ça? Elles définissent comment un associé peut vendre ses parts et quitter la société. Si les statuts exigent l'unanimité pour accepter un nouvel acheteur et que la famille est en conflit. L'associé qui a besoin d'argent ne pourra jamais vendre ses parts à un tiers. Exactement. Il est littéralement prisonnier de la structure, incapable de monétiser son patrimoine. Alors que dans une indivision classique, il aurait toujours le droit de provoquer le partage en justice pour forcer la vente. C'est la prison dorée construite par négligence, quoi. Et parmi les bombes à retardement internes, souvent ignorées, les documents pointent un concept comptable au nom très anodin, le compte courant d'associé. Ah, la fameuse dette fantôme. Ça sonne comme un banal livret A, mais c'est en fait une créance capable de ruiner une succession. Comment ce piège se referme-t-il sur les familles, en fait? Ce compte courant, c'est une dette qui s'accumule sur le bilan de la SCI. Imaginons qu'une tempête arrache la toiture de l'immeuble, la SCI n'a pas la trésorerie pour payer les 50 000 euros de travaux. Ce qui arrive souvent. Un des parents, qui est associé, sort cette somme de ses économies personnelles pour régler la facture. Comptablement, il vient de faire un prêt à la société. D'accord. La SCI a désormais une dette de 50 000 euros envers ce parent, inscrite sur son compte courant d'associé. Et le drame survient au décès du parent. Pourquoi un drame? Parce que ce droit au remboursement, cette créance de 50 000 euros, elle fait partie intégrante de son patrimoine successoral. Les enfants héritent donc de parts de SCI, mais ils héritent aussi du droit d'être remboursés par cette même SCI. Et le fisc passe par là, j'imagine. Évidemment, l'administration fiscale va réclamer des droits de succession sur ces 50 000 euros, alors que l'argent a été dépensé depuis longtemps dans la toiture et que la SCI n'a toujours pas la liquidité pour rembourser. On se retrouve à payer des impôts sur une dette virtuelle qu'on se doit à soi-même. C'est ça. C'est un cauchemar absolu. C'est un engrenage redoutable. Le parent pensait juste réparer un toit et il lègue une facture fiscale inattendue à ses enfants. C'est l'illustration parfaite qu'on ne peut vraiment pas improviser. Cela soulève une question importante sur la préparation. Le bricolage juridique est mortel en matière de SCI.
Le recours à un notaire, un avocat fiscaliste ou un expert comptable n'est pas un luxe, c'est le seul moyen d'éviter que le remède ne devienne le poison. L'ingénierie patrimoniale ne tolère pas l'après, en fait. Pour synthétiser un peu pour notre auditoire, la SCI offre une flexibilité hors norme pour organiser le pouvoir, anticiper les transmissions et réduire la friction fiscale grâce aux abattements successifs. Oui, à condition d'éviter les activités commerciales et d'être rigoureusement accompagné pour la rédaction des statuts, on l'a bien vu. Et de surveiller ces fameux comptes courants, hein. C'est à ce prix seulement qu'un ensemble de briques devient un héritage fluide plutôt qu'un fardeau fiscal, pour quiconque cherchant à bâtir un patrimoine ou à protéger ses proches. Tout à fait. Mais ce parcours au cœur des mécanismes de la SCI soulève, je trouve, au-delà de la stricte technique juridique, une interrogation plus vertigineuse. Ah, Oui. laquelle? Les sources mettent en avant cette capacité fascinante des fondateurs à garder le contrôle grâce au démembrement et au statut taillé sur mesure, tout en transférant progressivement la propriété à la génération suivante. On organise méticuleusement l'avenir. C'est le but recherché, oui. Mais sur un plan purement philosophique, est-ce que cette prouesse d'ingénierie ne s'apparente pas à une forme de contrôle exercé d'outre-tombe? C'est une façon audacieuse de voir les choses. En voulant absolument protéger un patrimoine à travers une structure ultra verrouillée, avec des règles de gestion rigides pensées pour empêcher la dispersion des biens, est-ce qu'on ne risque pas d'enchaîner ses descendants à un destin financier commun, de les priver de la liberté de disposer de leur héritage comme ils l'entendent? On leur lègue de la richesse, indéniablement, mais on les oblige à gérer perpétuellement un immeuble qu'ils n'auraient peut-être pas choisi d'acheter eux-mêmes. Exactement. Le bouclier patrimonial pensé par une génération devient alors le cadre contraint de la suivante. C'est une réflexion sur la liberté face à l'héritage qui dépasse largement les limites du Code civil et que nous laissons en suspens pour nourrir vos propres interrogations. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée et à très bientôt.